de gueule, il est en train de couler. Ça va. Ne pas aller lui jeter des œufs dans sa gueule. Il va bien. Eh, c'était ce que j'ai fait chez Ah ouais, mais ok, il y a... Hier, je rentre du dentiste et puis je vois un truc dans ma bouteille qui vient de se mettre, tu vois. Je regarde, je vois quoi, Chantal Paquet, Front National de enfin, Rassemblement National. Je sors, je la vois en train de mettre des tracts de Chantal Paquet dans ma rue. Oh, je la regarde, je fais, hé, psst. Elle s'est tournée, elle fait oui. J'ai pris son tract, je l'ai bousillé, je l'ai jeté par terre, j'ai dit le FN, c'est par terre. J'ai dit, on va vous niquer. Je suis rentrée chez moi, puis je l'ai vu revenir et puis ramasser tous les petits trucs que j'avais mis à terre. C'est là que vous avez chopé avec Rach quand on avait tagué sur toi. Pour l'instant, c'est eux qui nous niquent, hein, c'est pas. Ouais, et puis là, 2022, elle gagne, hein. Non, je dis, on va vous niquer. Je vais pas dire, on vous nique. Hein. Faut s'y préparer qu'elle va gagner, hein. Un jour, hein, je sais pas quand, mais on va le faire. J'espère faire la résolution avant que je meure. Mais après, je sais pas, ça sera peut-être moins pire que ce qu'on vit actuellement, on vivra peut-être mieux avec Le Pen, hein. Mieux, ça m'étonnerait. Bah, mais c'est tellement Ça sera pire pas- aujourd'hui, en vrai. Bah, ça sera pas forcément pire, mais ça sera pas mieux. Ah ouais, c'est sûr, ce sera pas pire ni mieux. Ce sera... En tout cas, vu toutes les Je lois pense qui que sont ce en sera un train de peu la passer, elle aura les maris. En tout cas, ouais, on lui a créé des lois qui nous permettent. Et elle aura Elle a pas besoin de modifier vraiment. voilà. On n'aura même pas de quoi dire à les manifs. Ah si. Toi, séparatisme en prison. Voilà, non, mais c'est ça. Et puis ce sera même pas des lois qu'elle aura faites. On pourra même pas manifester contre ces lois-là. C'est des lois qui sont déjà faites. Donc, ils ont été passées par Macron, il a fait le choix. C'est fait. Bah, moi, je serai plus là déjà, puisque comme je suis étranger, bah. Ouais, t'as pas de papier français officiellement? Non, non, non. T'as quoi sans Moi, je suis- indiscrétion? J'ai une carte de résidence. Ah ouais, mais elle est, Ah ouais, elle est à vie? Elle est 10 ans, 10 10 ans, ans c'est renouvelable pour la automatiquement. Mais bon, le Front National a déjà dit que. Ouais, ma grand-mère, elle a Moi, j'ai l'honneur d'avoir un texte disant que le jour où ils sont au pouvoir, je suis dans la première liste. Voilà, vous aurez à défiler pour moi. Bah peut-être d'ici 2022, on va se faire une conférence alors. Non, sincèrement. Ah ouais, mais ma grand-mère, elle a ça aussi, c'était toujours pareil. Hein. Ma grand-mère, ça fait 40 ans qu'elle est sur le territoire français, bah ça fait 40 ans qu'elle a des résidents, des trucs de résidence comme ça qui se renouvellent. Et t'as des papiers comme ça où tu sais que bah, s'ils passent, bah, t'es parti chez eux. Quoi. Enfin, Donc c'est maintenant qu'il faut prendre des actions chez Air France alors. Ouais, ou bon, il y a les Belges. C'est déjà parti dans ton pays. Il y a les camarades belges de la FGTB qui m'ont dit tu demanderas l'asile politique en Belgique. Ouais. Comme ça, tu pourras continuer à militer en France. Ah ouais. T'inquiète, Ah mais c'est ça y est. vrai qu'on se rend. Moi je dis ça en rigolant parce que Par justement, contre, c'est si pour vous dire que je voulez me rends attendre compte. Fred, il est pour revenir. Qui ça? Ah ouais, tu les connais. Ah, ici, on verra tout le monde, mais non, on va pas attendre, on va démarrer comme pour faire, je sais pas, il est 15h30. Dis-lui, dis-lui. 15h45 là. Ouais, ça fait. Il a été où? Ah ouais, là, Parce que de là. toute façon, l'idée c'est d'avoir aussi un débat après, donc s'il y a des gens qui arrivent, c'est pas un problème. Ah, surtout des gens comme eux. Et comme il y a le couvre-feu. Et surtout des gens comme eux. Oh, comment mal. Ça me parle. Oui, de toute façon, il faut commencer parce Ah que- ouais, Ah ouais. parce qu'après, je Ouais, devrais donc partir. on commence, on va pas l'attendre. Et du coup, qu'il y a Bien, donc on commence. Non plus. Bien, le thème de la formation que vous avez choisi pour aujourd'hui, c'est la différence homme-femme entre réalité et instrumentalisation. Pour l'introduire, je voudrais vous proposer une citation d'un grand monsieur, de Bertolt Brecht, un grand homme de théâtre qui a mis son art au service du combat antifasciste. Et Bertolt Brecht a fait cette citation suivante. Lorsqu'on me parle de la nature, je sors mon revolver. Alors bien entendu, il ne parlait pas de l'écologie quand il parlait de cela. Il parlait de tous ceux qui expliquent les inégalités par la nature. On va nous dire que certains hommes ont un corps différent d'autres et par nature ils sont amenés à être des inférieurs, ça c'est tout le propre du racisme, que le corps des femmes n'est pas le même que le corps des hommes et donc que par nature elles n'ont pas à avoir les mêmes boulots que d'autres. Et donc c'est ce que Brecht voulait dire. À chaque fois qu'on vous explique une réalité par un phénomène naturel et pas par un phénomène social, il faut se méfier. C'est ça que veut dire la citation de Brecht. Et sur la question de la différence homme-femme, il ne faut jamais oublier que dans le terme différence, il y a à la fois des différences objectives, c'est-à-dire des différences qui viennent de la différence biologique, mais il y a aussi, et même d'abord, une majorité de choses qu'on appelle différences qui sont des créations sociales, des productions des sociétés humaines pour justifier des inégalités.
Donc dans le terme différence, il y a déjà un piège qui est de cumuler ces deux dimensions-là. Et il faut donc toujours avoir en tête ces deux dimensions. Comme tous les autres sujets qu'on a abordés auparavant dans ces formations du CELA, il faut toujours garder en tête les deux grands modes d'approche de la réalité sociale. L'approche matérialiste et l'approche idéaliste. Alors, je le fais à chaque cours et donc je le répéterai ici. L'approche idéaliste, ça consiste à expliquer les choses à partir des idées des gens. Il y aurait des gens qui auraient des idées réactionnaires et d'autres des idées révolutionnaires. Et on explique à partir de là la réalité. L'explication matérialiste, et c'est la mienne, est exactement l'inverse. Les idées des gens viennent de ce qu'ils vivent. Autrement dit, comme disait un grand philosophe Plekhanov, on pense ce qu'on mange. Si vous êtes habitué au petit four et au champagne, vous aurez tendance à avoir certaines idées. Ce n'est pas automatique. Votre conscience peut vous amener à rompre avec ça, mais globalement, vous aurez tendance à avoir certaines idées. Si vous ne savez pas finir vos fins de mois au niveau alimentation, vous aurez tendance à avoir certaines idées, même si ce n'est pas automatique, et si ce qu'on vous montre à la télé peut vous amener à avoir des idées contradictoires avec vos intérêts. N'empêche que c'est la matière qui détermine vos idées, et non pas vos idées qui déterminent la matière. Eh bien, cette dimension-là, il faut l'appliquer aussi à la question qu'on traite aujourd'hui, à la question du rapport homme-femme et des inégalités qui le caractérisent. En termes de méthode, l'idéalisme se caractérise par trois choses. À chaque fois qu'on vous explique les choses par les idées, par exemple, on va vous dire le racisme, c'est une mauvaise idée qu'a l'humanité, la mauvaise part de l'être humain, etc. Ce n'est pas une production sociale, mais la mauvaise part. Eh bien, à chaque fois qu'on vous explique les choses de manière idéaliste, il y a trois caractéristiques. D'abord, ce qu'on essaye d'expliquer, on l'explique de manière ahistorique. C'est-à-dire qu'on considère que ça a été comme ça avant, c'est comme ça aujourd'hui, et ça sera comme ça demain. Donc on vous dit, de tout temps, il y a eu une égalité homme-femme, depuis les débuts de l'humanité, ce qui est scientifiquement faux, on y viendra tout à l'heure. Secondo, c'est comme cela. Et troisièmement, ça sera toujours comme ça. C'est dans la nature de l'homme, dans la nature de femme, que d'avoir des rapports contradictoires, etc. Cette approche ahistorique, elle nous empêche de comprendre la réalité. C'est-à-dire qu'elle nous empêche de comprendre, est-ce qu'il y a eu une période dans laquelle c'était pas comme ça? Oui, il y a eu une période où les rapports hommes-femmes n'étaient pas inégalitaires. Ça nous empêche de comprendre pourquoi c'est devenu inégalitaire, et surtout, ça nous empêche de penser qu'il est possible d'avoir une société dans laquelle c'est de nouveau égalitaire. Et donc, on comprend pourquoi l'idéalisme va expliquer le chômage d'une certaine manière. Il y en a toujours eu, il y en a encore et il y en aura toujours. Le sexisme, enfin, l'inégalité homme-femme de la même manière, ça a toujours existé, ça existe et ça existe toujours. Donc, l'aspect ahistorique permet de justifier les dominations et d'empêcher les révolutions. Seconde caractéristique de l'approche idéaliste, eh ben, c'est que ça va expliquer les choses comme étant, ça va homogénéiser la catégorie dont on parle. Donc, si on parle des femmes, ça va homogénéiser le groupe femmes, toutes les femmes. Et ça va empêcher de comprendre que dans le groupe femmes, toutes ne sont pas à la même place. Et même que certaines peuvent profiter du sexisme. On a aujourd'hui des femmes qui peuvent monnayer une partie de leur émancipation, avoir moins de temps à passer avec les enfants, en ayant des femmes de ménage, des bonnes, etc. Et bien entendu, on voit bien là que si on homogénise les femmes, on ne comprendra pas pourquoi il y a une domination globale liée au sexe. Et troisième caractéristique, l'idéalisme va penser les choses comme étant le résultat du groupe dont on parle. Autrement dit, si on parle de la place des femmes dans la société, on va analyser uniquement les femmes, leur comportement, ce qu'elles veulent, ce qu'elles revendiquent, etc. En oubliant que, bien entendu, la place des femmes dépend de la place des hommes. Et que c'est l'interaction qu'il faut étudier.
S'il y a une place inférieure, c'est qu'il y en a d'autres qui s'arrogent d'autres places. Et donc l'approche idéaliste empêche de penser l'aspect de système social. Elle va amener à découper une réalité reliée. C'est la même chose quand on parle des jeunes. La place des jeunes dans la société est aussi fonction de leur interaction avec les plus âgés. Si nos syndicats n'intègrent pas dans les négociations, dans les revendications, que les jeunes doivent avoir les mêmes conditions de travail que les plus anciens, eh bien, on va avoir cette séparation entre les deux. Donc ces trois caractéristiques de l'idéalisme, eh bien, s'appliquent à tous les thèmes. S'appliquent à tous les thèmes et s'appliquent aussi aux thèmes qu'on va tenter de regarder aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a ça en tête, si on a bien ça en tête, il faut d'abord préciser les concepts. En sachant que les mots sont importants et qu'il ne s'agit pas de tout savoir, mais qu'il y a quelques mots-clés sur lesquels il faut clarifier ce que l'on met derrière. La clarification des mots émancipe, le flou dans les mots participe de l'oppression. Je prendrai juste un exemple dans un autre domaine avant d'y revenir. Quand le mouvement ouvrier a inventé, grâce à Marx, le terme plus-value. Ce mot, il était d'une précision extrême et il permettait à chacun, une fois qu'on lui avait donné la définition, de comprendre que c'était la partie de la valeur qu'on lui enlevait. La plus-value, on lui enlevait le surplus qu'on lui enlevait à lui. Eh bien, ce terme-là, il est remplacé aujourd'hui par le terme valeur ajoutée, y compris dans chez de nombreux militants de la CGT, on entend ça, valeur ajoutée. J'ai vu des formations CGT dans lesquelles on parlait de valeur ajoutée, qui est un concept bourgeois, et qui empêche de saisir que c'est du vol, qui empêche de saisir que c'est une partie de la valeur produite par les travailleurs qui leur est enlevée. Dans le valeur ajoutée, dans toutes les théories économiques, on vous apprend ça à l'école bourgeoise, on vous apprend que la valeur ajoutée, eh bien, c'est la valeur qui est ajoutée par le processus de production, par les employeurs et les travailleurs ensemble. Ensemble, nous apportons quelque chose. Lui par son risque, vous par votre travail, et ensemble, vous augmentez la valeur. Le terme en lui-même est important. Donc, il faut préciser les termes. Alors, commençons par préciser deux termes qui sont souvent confondus. Le premier terme, c'est le terme de différence, et le second terme, c'est le terme d'inégalité. Différence ne veut pas dire forcément inégalité. Et c'est important d'avoir ça en tête, parce que sinon, on ne comprend plus les revendications qu'il faut mettre en avant. Tous les rapports de domination s'appuient sur des différences pour les transformer en inégalités. C'est le propre de la domination. On va s'appuyer sur la différence d'âge pour donner un statut plus valorisé à certains, plus anciens, et moins valorisé à d'autres, plus jeunes. On va s'appuyer sur la différence de couleur, avec le racisme, pour produire une inégalité raciale. Et on va s'appuyer sur la différence de sexe pour produire une inégalité sexiste. Ce qu'il convient donc de combattre, ce n'est pas les différences. Et là, on voit bien en quoi certains discours qui se croient féministes, mais qui pour moi ne le sont pas, se trompent. Le féminisme, ce n'est pas la valorisation des différences, ni la péjoration des différences. C'est ni l'un ni l'autre. Le féminisme, c'est refuser que des différences soient transformées en inégalités. L'antiracisme, ça n'est pas le rejet de la différence ou l'adoration de la différence. C'est le rejet que la différence d'origine soit transformée en inégalité sociale. C'est cette opération de transformer les différences en inégalité qui fait le propre de la domination, quelle qu'elle soit. Et donc, on a aujourd'hui toute une série, c'est important d'avoir ça en tête parce que ça indique le sens du combat nécessaire. On a toute une série de théories qui sortent aujourd'hui, qui sont ce que moi j'appelle les théories postmodernes, puisqu'ils se revendiquent du postmodernisme, du courant postmoderniste, qui nous disent l'essentiel, c'est le respect des différences et que chacun puisse choisir ses différences. Ça, c'est complètement compatible avec le capitalisme. Le capitalisme peut très bien demain vous dire, ok, chacun ses différences, à condition, je vous respecte. Je respecte les Noirs, je respecte les femmes, tout le monde respecte tout le monde. Mais c'est pas ça le vrai combat. Le vrai combat, c'est
est-ce que ça veut dire qu'il y a un traitement social égalitaire en termes de salaire, en termes d'accès aux différents emplois, etc. Et donc, on a là, dans cette confusion, différence, égalité, s'il y a confusion là-dessus, on va se tromper de champ de combat. Ma grande amie et complice, qui est Christine Delphi, quand je dis complice, c'est qu'on appartient au même courant théorique et on a été amené à mener de nombreux communs, nous précise dans ses travaux, donc c'était une des fondatrices historiques du mouvement féministe, nous précise que dominer, c'est classer et hiérarchiser. C'est le titre d'un de ses bouquins. Classer et hiérarchiser, autrement dit, à chaque fois que vous avez une différence, la domination tend à la transformer en hiérarchie sociale. Alors ça, c'est la première grande précision qu'il faut apporter. Seconde précision. Est-ce qu'il faut parler de différence de sexe ou de distinction de sexe? Pour clarifier ce débat, il faut avoir en tête qu'il existe objectivement des différences biologiques qui sont elles-mêmes liées à l'histoire, mais à l'histoire d'avant l'être humain, à l'histoire de la matière. Lorsque la matière a pris des formes plus développées, qui va aboutir à la vie humaine, eh bien, on a eu une différenciation des sexes pour assurer la reproduction. Et donc, y compris l'existence de sexes différents, sont le résultat de l'évolution de la matière, de l'histoire très ancienne de la matière. Lorsque, donc on hérite de différences biologiques objectives. Nous n'avons pas le même sexe. Est-ce que ça signifie que toutes les différences sont du domaine du biologique? Bien entendu que non. À ces différences biologiques vont se sous-rajouter des différences qui sont créées socialement à des fins de domination. Et donc, distinguer à chaque fois ce qui est différence biologique de ce qui est production sociale de la différence, c'est un des éléments importants. Ne parler que de différence, c'est occulter la production idéologique. C'est-à-dire qu'on va dire les femmes, parce qu'elles ont tel sexe, doivent donc avoir tel type d'emploi. C'est essentiel de ne pas se limiter à cette notion de différence biologique. Mais en réalité, le débat est encore plus simple. Existe-t-il un endroit au monde où il n'y aurait une vie composée que d'hommes, ou une vie composée que de femmes? Ça n'existe pas. Peut-être chez Robinson Crusoe, dans son île, mais depuis que l'humanité existe, ça a toujours été des sociétés dans lesquelles il y avait des hommes et des femmes. Les sociétés amazones n'ont pas existé. C'est des mythes. Il y a eu des moments dans lesquels il y a pu avoir des regroupements féminins, mais c'est des regroupements momentanés en termes de société. Il n'y a jamais existé ni de société d'hommes durables, ni de société de femmes durables. Ce qui existe toujours, ce sont des hommes et des femmes présents simultanément dans une société. Et pourquoi je dis cela? Eh bien parce que ça nous indique ce qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas les hommes ou les femmes, c'est les rapports entre hommes et femmes. C'est ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est la question des rapports entre les sexes et non pas la question de tel sexe ou tel sexe. À la différence sexuelle s'ajoutent donc des inégalités sexuées. Et c'est cela qu'il faut réussir à saisir, c'est-à-dire des différences qui sont idéologiquement produites, qui ne se justifient pas, si ce n'est pour dominer. Et la domination sexuée, elle a pour vocation de justifier les inégalités en les présentant comme étant biologiques, comme étant des différences sexuelles. Voilà une société de domination qui a besoin de hiérarchiser les êtres humains pour mieux les exploiter et qui va donc nous dire, eh bien, la femme ne doit pas être à la même place que l'homme parce qu'il y a des différences biologiques. C'est ça le raisonnement global. Alors, quelles sont maintenant les approches de la différence qui sont existantes?
D'abord, on a une première approche qui est ce qu'on appelle l'approche essentialiste ou substantialiste de la différence. Cette approche va expliquer les inégalités en disant que ça fait partie d'une essence féminine. Il y aurait donc une essence féminine et une essence masculine. Par exemple, dans l'essence féminine, il y aurait la douceur, et dans l'essence masculine, il y aurait la virilité. Donc dans le corps même de la femme ou de l'homme, il y aurait une essence ou une substance, certains vont plus parler de substance, qui les définirait et les constituerait. On comprend l'intérêt pour les dominants d'avoir ce type d'approche. Si c'est dans l'essence, ça ne peut pas se transformer. Si c'est dans le corps, ça ne peut pas se transformer. Si l'homme est amené à être viril, eh bien, il sera toujours viril. Donc une production sociale va être transformée en caractéristique naturelle, en caractéristique indissociable de telle ou telle personne. Quelque chose que nous avons appris par l'éducation est transformé en caractéristique essentielle de tel ou tel sexe. Or, si c'était le cas, nous aurions dû avoir une seule manière d'être homme ou femme partout sur la planète. Si ça fait partie de l'essence biologique, eh bien, on n'aurait pas des définitions différentes d'hommes et femmes en fonction des cultures. Or, nous avons une très grande diversité que l'anthropologie a très bien décrite et qu'on continue à découvrir, une très grande diversité de se définir comme homme ou femme, selon qu'on a grandi dans une société indienne, pakistanaise, italienne, française. Et donc, la diversité des définitions des rôles des hommes et des femmes dans les différentes sociétés indique que l'approche essentialiste est une approche idéologique, erronée, non scientifique, etc. D'une société à l'autre, les différentes cultures parlent en réalité très peu des hommes et des femmes. Parlent très peu des hommes et des femmes. Non, ça va. Ah, je veux bien une bière. Parlent très peu des hommes et des femmes. Si vous regardez de quoi parlent la plupart des cultures en ce qui concerne l'organisation des êtres humains, on nous parle de parenté surtout. On va nous parler de critères d'âge, de statut social, et non pas d'une bipolarisation homme-femme. Ce dont on parle, ce sont des rapports sociaux. Dans telle culture, on va vous apprendre que le rôle du père vis-à-vis de ses enfants, c'est ça, c'est des rapports qu'on décrit. Que le rôle de l'épouse, c'est d'obéir à son mari ou de s'occuper de ses enfants. Donc c'est des rapports qu'on décrit. Ce sont généralement des rapports qui sont décrits et non pas une identité féminine ou une identité masculine. Donc on retiendra que les dominants adorent cette explication de type essentialiste. Donc sur toutes les questions, ils mettent en avant ce type d'explication parce que ça permet de justifier le non-changement. Dans son explication de la dialectique, puisque Marx nous propose une méthode et qu'il a appelée la dialectique, et dans son explication, Marx explique pourquoi la bourgeoisie a horreur de la dialectique. Et il dit pour une raison toute simple, c'est que la dialectique parle du mouvement, de ce qui change, de ce qui bouge. Or, un dominant n'a pas intérêt à ce que ça change et à ce que ça bouge. Et donc, à chaque fois qu'on vous présente les choses en termes d'essence, on vous dit ça a été comme ça, c'est comme ça, et ça sera toujours comme ça. Et donc, effectivement, les dominants adorent cette approche. Alors ça, c'est la première grande manière de parler des différences, l'approche essentialiste. En réaction à cette approche, on va avoir du côté des différentes catégories de dominés une réaction. Et la réaction, elle va, dans un premier temps, prendre la forme de tordre la barre de l'autre côté. Si on regarde une partie des débats tout à l'heure, il y avait des choses de ce type-là. Pour obliger à ce qu'on écoute des revendications que généralement on ridiculise, on réduit, etc., je tords la barre de l'autre côté, j'en rajoute. C'est une réaction
déjà étudiée, une réaction qui fait partie de la prise de conscience, d'un premier moment de la prise de conscience, c'est pour obliger à ce que des questions soient entendues. Si on en reste là, on n'arrivera pas à comprendre les mécanismes de domination. Mais ça permet de poser les questions. Et donc on va avoir cette première forme qui est tordre la barre de l'autre côté. Autrement dit, puisqu'on nous dit que tout est biologique, je vais dire quoi? Rien n'est biologique. Et donc on va avoir, et vous avez aujourd'hui, nous rencontrons des personnes, des femmes, qui vont avoir tendance à nous dire il n'y a rien de biologique. Tout est inventé par le capitalisme et par la classe dominante. Ils ont tout inventé. Oh, mais je rigolais. Pourquoi? Parce que je me suis reconnue. Ça, c'est bien. Donc tout serait socialement créé. On va même avoir des revendications, mais peut-être qu'il faut se battre et avoir comme revendication que les hommes puissent enfanter. C'est-à-dire qu'on tord la barre de l'autre côté en réaction à quelque chose qui n'est pas entendu, qui ne peut perce pas son chemin. C'est une réaction à la domination normale. Moi, qui ai beaucoup étudié, par exemple, les mouvements antiracistes et les mouvements contre la colonisation, dans beaucoup de pays africains, le premier réflexe, puisqu'on nous a dit, on vous a colonisé, parce qu'en tant que Noirs, vous êtes inférieurs, votre culture elle vaut rien, vous êtes des sauvages et des barbares, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais tordre la barre de l'autre côté. Non, non, c'est les Blancs, les barbares. C'est vous qui valez rien. C'est vous qui êtes complètement dégénérés, etc. On va tordre la barre de l'autre côté. Il faut être très prudent dans la dénonciation de cela. Ça fait partie du processus de conscientisation. Tout le problème, c'est comment on n'en reste pas à ce premier moment de la résistance pour passer à un moment plus offensif. Le sexe n'est pas entièrement une invention sociale. Le sexe est à la fois une réalité biologique objective sur laquelle se tissent après des justifications des inégalités. Prendre en compte les deux, c'est le chemin de la compréhension. C'est comment on marche sur les deux pieds. C'est d'autant plus important parce que si on prend ça en compte, si on oublie ça, qu'il y a ces deux réalités, eh bien on en arrive à des théories qui sont des théories qui peuvent donner l'illusion de la liberté. Par exemple, on a aujourd'hui tout un courant sur l'idée que, après tout, le sexe est un choix. Chacun pourrait choisir le sexe qu'il veut. Chacun... Alors, je ne parle pas des transsexuels qui ont un corps qui ne correspond pas un sexe biologique qui ne correspond pas à ce qu'ils sont. Je ne parle pas de ça. Je parle de toutes ces théories sur le libre choix du sexe, etc. Pour moi, c'est l'illusion de la liberté que cela. Et c'est pour cela que tu disais tout à l'heure, mais il y a plein de catégories qu'on comprend, que j'apprends, etc. Attention, il y a des catégories objectives d'orientation sexuelle, et puis il y a ensuite, il y a le résultat de ces théories de la liberté absolue. Je peux tout choisir, y compris mon sexe. Et donc il faut faire extrêmement attention à cela, y compris parce que ça vient mettre sur le même plan des choses qui renvoient à un individu, à 2, à 10, à 100, et des choses qui renvoient à une catégorie sociale entière qui est opprimée par un système social. Et donc ça vient mettre sur le même plan des combats de société, des combats importants, et des choix individuels. Et donc on mélange tout lorsqu'on fait lorsqu'on est à ce niveau-là. Et donc cette approche, elle conduit au flou des revendications. Je ne sais plus qui est l'ennemi. Si je pense que, en réalité, comme le blanc a dévalorisé le noir, mon ennemi c'est le blanc, j'oublie qu'il y a un système social qui a produit le blanc et le noir. Et que c'est ce système social-là, si je veux que ça s'arrête, qui doit disparaître. Si j'oublie que l'homme, qui est objectivement machiste, il est produit par un système social, je vais me battre contre l'homme et non pas contre le système social qui le produit. Et là, je vais avoir des attitudes qui vont être des attitudes qui
vont m'amener à passer tout mon temps à tenter de combattre des résultats d'un système social sans jamais combattre le système social. C'est tout l'enjeu d'une clarification. Alors ça, c'est la seconde manière seconde approche. Je le distingue du premier, le premier étant celui des dominants, le second étant souvent celui des dominés dans une première phase de conscientisation. Et donc, autant sur les premiers, il faut brandir le poing, autant là, il faut débattre. Troisième mode d'approche, vous aurez compris que c'est celle que je préfère, qui est l'approche matérialiste, qui va poser sur cette question d'égalité homme-femme à la fois l'existence d'une part liée au sexe objectif et d'autre part, dans les différences, des choses qui sont liées au genre, c'est-à-dire la transformation de la différence sexuelle en inégalité sociale. On va donc, à partir de la différence sexuelle, broder, rajouter, inventer des caractéristiques qui placent la femme en infériorité à l'homme. Le sexe, c'est la différence biologique. Le genre, c'est à partir de cette différence biologique ce que je rajoute en plus pour assigner à telle ou telle place. Voilà. Le fait que la femme soit amenée pour les besoins du bébé à s'en occuper dans les premières semaines, on va dire, ça c'est le sexe biologique, c'est le lien lié au sexe biologique, ça va amener, on va rajouter autre chose qui est le genre, et on va donc dire la femme a une disposition, elle est une capacité, des qualités pour s'occuper plus des enfants que les hommes. Les hommes, ça les intéresse, hein, comme dit ça. Ça leur permet de dire, moi je suis tranquille, c'est pas moi qui veux pas, c'est le bébé qui a besoin de sa maman. Et qui en a besoin longtemps. Certains vont même vous dire, mais pour toute la vie, le bébé a besoin de sa maman. Et moins de son père. Et ça, si vous écoutez certains proverbes, etc., vous entendez ça. Donc on a bien un rajout. En réalité, pendant les premières semaines, alors, je ne suis pas un scientifique de la maternité, donc je ne peux pas dire combien, plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., il y a besoin d'un lien de proximité, parce que le bébé a été arraché par la naissance au corps de la maman, donc il y a besoin d'une proximité de transition. Entre ce moment-là et conclure que c'est une qualité féminine que les hommes n'auraient pas, et donc justifier que les hommes ne s'occupent pas des enfants, eh bien, on a le passage du sexe au genre. C'est ça, le passage du sexe au genre. C'est plus clair ? Oui, c'est bon, merci. Bien entendu, l'ampleur de ce que l'on rajoute, donc de tout ce qui est brodé à partir des différences sexuelles pour en rajouter, tout ce qui est rajouté dépend du type de société dans lequel on est. Et donc, on a eu une variation du sexisme en fonction du type de société. Ce qui permet de poser la question de l'histoire des idéologies qui ont servi à justifier les inégalités. Il y a une histoire, et liée à les différences hommes-femmes, cette histoire est assez nette. Rappelons d'abord que la différence sexuelle n'est pas la seule différence qui sert d'appui à une hiérarchisation sociale. Je le disais tout à l'heure, on a fait exactement le même raisonnement avec la dite race, ou la couleur de la peau. On a fait la même chose avec l'âge. Donc, il y a d'autres différences qui ont été utilisées pour hiérarchiser socialement une société. Il y a donc une logique commune à toutes les dominations qu'il faut avoir en tête. Pour cela, je vous propose de reprendre ce qui a été décrit par Frantz Fanon sur l'histoire du racisme qu'on peut appliquer, à mon sens, de manière pertinente à la question du sexisme. Frantz Fanon nous dit qu'il y a eu trois grandes phases dans l'histoire du racisme, trois images, trois figures du racisme qui se sont succédées. La première phase, nous dit-il, c'est le biologisme. Alors quand je dis phase,
elles se sont succédées historiquement, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer des gens qui sont encore à la première phase. Hein. Vous pouvez encore aujourd'hui rencontrer des gens qui en sont encore là. Hein. Mais ils sont globalement minoritaires. La première forme du racisme, dit-il, c'est le biologisme. Le biologisme, c'est, vous connaissez tous les pratiques du racisme qui a consisté à mesurer les crânes. En disant, les crânes des blancs sont plus grands que ceux des noirs, leur cerveau est plus grand que celui des noirs, etc. Donc on a eu ces pratiques-là, mesurer le nez, etc. On a eu toute une série de soi-disant sciences qui se sont occupées de cela. Et cela s'est fait au moment où on inventait la race, parce que la race est une invention, c'est comme le genre, c'est une invention. Au moment où on a inventé la race, comme manière de hiérarchiser l'humanité, comme par hasard, au même moment où le capitalisme avait besoin de justifier l'esclavage. Voilà pourquoi c'est apparu à ce moment-là. Pourquoi les théories racistes apparaissent à un moment donné de l'histoire, pourquoi elles n'existent pas au Xe siècle. Elles existent à un moment donné de l'histoire, elles sont théorisées à un moment donné de l'histoire, qui est justement le moment où le capitalisme a besoin de justifier l'esclavage, c'est-à-dire la hiérarchisation. Et donc, c'est le biologisme qui est mis en avant. Dans le corps du noir, il y aurait quelque chose qui l'inférioriserait par rapport au corps du blanc. Si on retranscrit ça à l'heure actuelle, c'est comme si on disait, par rapport aux hommes et aux femmes, c'est comme si on disait, une femme elle a moins de force qu'un homme, donc du coup, biologiquement, par rapport à la biologie, on va moins la payer. Exactement. C'est ça en fait. Exactement. Et on a eu justement cette même approche vis-à-vis, alors Frantz Fanon n'en parle pas, moi je l'ai travaillé justement en partant de la grille d'analyse de Fanon et en disant, tiens, je vais l'appliquer au rapport homme-femme. Et donc j'ai été regarder les débats pour justifier j'ai été regarder les débats pour justifier le fait de ne pas accorder le droit de vote aux femmes. J'ai volontairement pris les débats des moments où la France était en ébullition révolutionnaire. Donc j'ai pris les débats à l'Assemblée nationale 1789-1795. Quand même un moment dans lequel on abolit la royauté, un moment dans lequel on parle de république universelle, donc on rêve de démocratie, etc. Et donc j'ai été regarder ce qui se disait. J'en ai écrit un bouquin qui s'appelle « La citoyenneté dans tous ses états » et dans lequel je décris un peu les discours qui étaient tenus, y compris par les plus radicaux. Et qu'était-il dit? Mesdames, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez des tissus spongieux. Vous êtes plus travaillé par votre corps que les hommes. Alors ça peut... mais vous pouvez encore l'entendre aujourd'hui sous d'autres formes. Hein. Et donc, vous avez une capacité à la rationalité inférieure à celui de l'homme. Et ça, c'est des discours à l'Assemblée nationale. Parfait exemple. On sait pourquoi je suis pas rationnelle. Voilà, t'es une femme. Exactement. Et ça, c'est des débats à l'Assemblée nationale. Avec cette idée qu'il y a donc des capacités différentes liées à la différence de corps. Exactement comme le biologisme du racisme dont parlait Frantz Fanon tout à l'heure. On a justifié de la même manière. Alors c'est important d'avoir ça en tête parce que ça souligne bien que quand on lutte contre une domination, il ne faut jamais oublier ce qu'elle a de commun avec les autres dominations. Parce que ça nous apprend sur le système social. Et qu'est-ce qui fait qu'on va sortir de cette première forme dominante? Aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui osent dire les Noirs sont biologiquement inférieurs. Mais beaucoup le pensent. Ils le pensent ou ils pensent d'une manière qui revient aux mêmes conclusions, à la même place sociale. C'est pas, l'important, c'est pas qu'ils le pensent, c'est à quoi ça aboutit. Même s'ils pensent différemment, ça aboutit à quoi? Et c'est un grand apport de Frantz Fanon que d'avoir dit, mais vous savez, quand les dominés se sont révoltés, on dit, ça suffit. En gros, quand ils ont pris les armes pour dire maintenant, il y en a marre, eh bien, le système de domination, pour subsister, a été obligé de changer de visage.
après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier après les camps de concentration et les chambres à gaz, tout le monde voyait que le racisme biologique était plus défendable. Ça ne voulait pas dire que le racisme a disparu. Il a muté pour pouvoir continuer. Il a changé de visage pour pouvoir continuer. Maman Adolf Hitler, il s'appelle Marine Le Pen. Ah. Et François Fanon dit, à ce moment-là apparaît un nouveau visage du racisme qu'il appelle le racisme culturaliste. On ne va plus dire c'est les corps qui sont différents, on va dire c'est les cultures qui sont différentes. Ok, il n'y a qu'une seule race humaine, on a tous le même corps, mais il y a des cultures différentes, et certaines cultures sont supérieures et d'autres inférieures. Alors pourquoi je vous parle de ça? On a eu exactement le même mouvement, et comme c'est plus récent, vous l'avez encore beaucoup dans nos sociétés, vous l'entendrez plus fréquemment que ceux qui vont vous dire le corps de la femme, il est inférieur à celui de l'homme. Là aussi, vous l'entendrez très, très rarement assumé, donc vous entendrez plus cela. Et donc on va vous dire, non, c'est pas une différence biologique, ok, le corps de l'homme et le corps de la femme, ça se vaut. Par contre, il y a quand même une âme féminine, il y a quand même une psychologie féminine, il y a des aspirations féminines. L'une est Vénus et l'autre la Lune, je ne sais plus l'humoriste qui nous disait cela, etc. Il y a donc on est passé, donc le culturalisme, sous la forme du racisme, en ce qui concerne le racisme, va donner cette approche particulière de la psychologie féminine. Il y aurait, au-delà du corps, une psychologie féminine qui serait différente de celle de l'homme. Et donc on va expliquer cela. Donc certains vont vous dire, mais non, le problème c'est que les femmes ne veulent pas les postes de hiérarchie. C'est pour ça qu'elles sont plus nombreuses. Nous, on est complètement... Il y a plein d'employeurs qui vous disent ça. Nous, on est prêts à accueillir les femmes. Hein. Notre entreprise est ouverte. On voudrait des cadres femmes. Hein. Mais elles ne veulent pas. Elles préfèrent s'occuper de leurs enfants. Ça, c'est vraiment l'explication en termes de psychologie particulière liée à un sexe. Comme il y aurait des cultures particulières liées à certaines couleurs ou à certaines origines. Mais cela n'est pas la fin de l'histoire. Ça continue. Il y a eu le mouvement féministe. Il y a eu les luttes du mouvement antiraciste qui sont venues remettre en cause, y compris le culturalisme, le visage du racisme. Et donc, on va passer à un troisième niveau. Je pense que nous sommes dans ce troisième âge, et du racisme et du sexisme, qui est ce que j'appellerais le racisme ou le sexisme civilisationnel. Cette fois-ci, on ne dit plus c'est la biologie qui distingue, on ne dit plus c'est les cultures, on va dire c'est les civilisations. Il y a des civilisations, et en particulier des religions, qui conduiraient à l'émancipation et d'autres qui conduiraient à l'oppression. Alors pourquoi je parle de ce troisième niveau contemporain? Tout simplement parce que je pense que nous sommes en plein là-dedans. Une des manières de détourner le féminisme de son véritable combat, c'est de le présenter comme étant non pas un combat pour l'égalité, mais comme étant un combat civilisationnel. Par exemple, Marine Le Pen devient féministe aujourd'hui lorsqu'elle parle des femmes qui portent le foulard. C'est ce qu'on appelle le fémonationalisme. Hein, c'est un concept qui vise à décrire ce processus de récupération du féminisme par certains courants d'extrême droite aujourd'hui. En gros, tant que le féminisme était un problème d'égalité homme-femme, eh bien, on était contre, et le Front National a toujours été contre. Depuis qu'il y a un discours anti-musulman, eh bien, on a des discours pseudo-féministes du Front National. Alors, voilà les trois niveaux en termes d'histoire des visages. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est la logique, la dialectique, ce que j'appellerais la dialectique historique des systèmes de domination. Comment se sont succédés les différents systèmes de domination? L'humanité a connu plusieurs systèmes de domination depuis qu'elle est apparue. Il y a eu l'esclavagisme, il y a eu le féodalisme, on est dans le capitalisme, il y a eu toute une série de systèmes de domination. Et c'est important de saisir comment ces systèmes sont apparus et comment ils ont évolué.
Ça peut vous apparaître loin de notre thème, vous verrez, on y revient rapidement. Pour comprendre cela, il y a un auteur qui est incontournable. Et un ouvrage qui est incontournable, même s'il date un peu, mais qui reste un socle, qui est le livre de Friedrich Engels, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Comme son nom l'indique, Engels essaye de comprendre pourquoi les hommes se sont organisés en famille. Puisqu'on a connu une période de l'humanité où ce n'était pas des familles, c'était des clans. Pourquoi les hommes ont inventé l'État? Puisqu'il y a une période de l'humanité où il n'y avait pas d'État. Et d'où vient la propriété privée? Ce sont les questions que se pose Engels. Et il nous dit, ben, tout ça, c'est contemporain de l'invention de la propriété privée et des classes sociales. C'est l'apparition des classes sociales qui va déterminer l'apparition de l'État, l'apparition de la propriété privée et l'apparition aussi d'une place subalterne pour la femme. C'est tout l'apport de son livre que d'avoir réussi à montrer comment cela s'est produit. Avant l'apparition de la propriété privée, nous dit Engels, il y avait une société dans laquelle il y avait une division du travail, y compris une division sexuée, des tâches pour certaines et d'autres tâches pour d'autres, mais ce n'était pas hiérarchisé. On avait même, donc il y avait des tâches féminines, des tâches masculines, mais ce n'était pas, en termes de valorisation, ce n'était pas différencié. En termes de revenus, ce n'était pas différencié. Et donc, on est passé de ça à une division du travail dans laquelle on maintenait la division de travail homme-femme, mais cette fois-ci, avec un écart de bénéfices, avec un écart de revenus, avec un écart de place sociale et de pouvoir. C'est le passage du matriarcat au patriarcat. Engels nous dit, cela apparaît au moment où l'humanité peut produire plus que ce qu'elle consomme. C'est-à-dire quand les progrès techniques vont faire apparaître l'existence d'un surplus. Pour nous nourrir ici, il nous faut 100 tonnes. Tant qu'on produisait 90 tonnes, 95 tonnes, 100 tonnes, il n'y avait pas de différence entre nous. On était obligés pour survivre de partager de manière égalitaire. On pouvait avoir des tâches différentes. Il y avait une division du travail, y compris sexuée, y compris avec des travails que faisait la femme et d'autres hommes, mais ce n'était pas hiérarchisé. Et si on ne faisait pas ça, on allait vers la catastrophe, on allait disparaître comme espèce humaine. Et puis voilà que notre camarade, il a apprivoisé les bœufs sauvages. Les quoi? Les bœufs. Il y avait des bœufs. Non. Dans ma tête, là, je sais pas suivi là. Et donc, les ébus sauvages, si tu préfères, il les a apprivoisés. Ça s'est fait sur une très longue période, hein. Mais d'abord, il en a eu un tout petit, là. Puis, il s'est aperçu que, tiens, il y avait un attachement, et qui t'obéissait. Et tu as eu l'idée non seulement d'aller chasser les ébus tous les jours, etc., mais d'en élever. Il va produire un surplus. On produit plus 100 tonnes, on produit 150 tonnes. Il nous en faut 100 pour nous nourrir. Il reste 50 tonnes de surplus. Qui va les prendre? Va-t-on se les partager de manière égalitaire? Ou va-t-il les garder pour lui? Et Engels nous dit, c'est là qu'apparaît la propriété privée. Et c'est là que va apparaître l'inégalité homme-femme en même temps que les classes sociales. Voilà ce que nous dit Engels. Juste, je ne vais pas vous noyer de citation, juste une citation qui me semble résumer les choses. Les institutions sociales sous lesquelles vivent les hommes d'une certaine époque historique et d'un certain pays sont déterminées par deux sortes de production. Le stade de développement, donc comment on produit sa vie, les machines qu'on a ou qu'on n'a pas, et d'autre part la famille.
moins le travail est développé, moins est grande la masse de ses produits. Donc, au moins on a d'outils, au moins on produit. Toi, tu as inventé un nouvel outil qui était l'élevage, qu'on ne connaissait pas auparavant. Et par conséquent, la richesse de la société, plus l'influence prédominante des liens du sang, domine l'ordre social. Mais dans le cadre de cette structure sociale basée sur les liens du sang, la productivité du travail se développe de plus en plus. Ouais. Lui, il va inventer ça, toi, tu vas inventer l'agriculture. Ah non, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes, puisque c'est eux qui vont s'approprier l'agriculture, etc. Et avec elle, la propriété privée et l'échange, l'inégalité des richesses, la possibilité d'utiliser la force de travail d'autrui, et du même coup, les oppositions de classe sociale. C'est cette appropriation du surplus qui va produire l'apparition des premières classes sociales. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec l'égalité homme-femme? Engels nous dit, mais d'après vous, quelles ont été les premières classes sociales? C'était pas bourgeoisie, prolétariat, il faut attendre de nombreux siècles après, avant que ça apparaisse. C'était pas serfs et seigneurs, c'était hommes et femmes. La première division en classe historique, c'est la division homme-femme. C'est le patriarcat. C'est le patriarcat qui assigne une place dans la production aux femmes et une autre aux hommes. Donc, il y a X siècles, bien entendu. À partir du moment où les hommes sont en mesure de produire un surplus, va commencer la lutte pour l'appropriation du surplus. Et Engels nous dit, les femmes ont été les grandes perdantes de ce progrès technique. C'est là que l'homme a utilisé sa force physique pour imposer une place subalterne à la femme et donc de s'approprier le surplus. Et Engels est très précis sur ce qui a permis cela, et en particulier, il pense que l'apprivoisement des animaux sauvages, qui était un travail d'homme, y compris dans la société égalitaire antérieure, eh bien, cet apprivoisement a été un changement significatif dans l'invention de l'inégalité homme-femme. Pour des raisons de force physique, c'était les hommes qui étaient auparavant assignés à la chasse. Ce sont donc eux qui vont apprivoiser les animaux. Et donc, l'apprivoisement des animaux va changer la donne. Dernière citation que je voudrais vous donner d'Engels. Les troupeaux constituaient les nouveaux moyens de gain. Ça avait été l'ouvrage de l'homme que de les apprivoiser d'abord, de les garder ensuite. Aussi, le bétail lui appartenait-il? Parce que dans la société antérieure, chacun gardait le fruit de son travail. Il n'y avait pas d'exploitation avant ça. C'est-à-dire que la femme qui faisait du tissage, c'était elle qui était propriétaire des tissus. On ne lui prenait pas. L'homme qui allait chasser était propriétaire de la viande qu'il amenait. Chacun amenait quelque chose. Il y avait une division du travail, mais c'était égalitaire. C'était la contribution de chacun à une tâche. Désormais, lui, il amène plus, puisqu'il élève. La division du travail dans la famille avait réglé le partage de la propriété entre l'homme et la femme. Donc il y avait une division du travail qui les mettait tous les deux. Ils ne faisaient pas la même chose, mais ils étaient tous les deux à égalité. Il était resté le même, et pourtant, les rapports domestiques antérieurs étaient renversés, uniquement parce qu'en dehors de la famille, la division du travail s'était modifiée. Maintenant, l'homme pouvait se procurer, et donc imposer ensuite, se procurer un revenu supplémentaire. Avec le bétail, un surplus est désormais possible que les hommes s'accaparent du fait de leur mainmise sur le bétail. Et donc, c'est ce qui va expliquer que Engels parle de grandes défaites historiques du sexe féminin. L'invention de la propriété privée est donc à la fois la raison de l'apparition des classes sociales et de l'inégalité homme-femme. C'est pour cela que ceux qui prétendent lutter contre le patriarcat sans lutter contre les classes sociales se trompent. Et ceux qui prétendent lutter contre les classes sociales sans lutter contre le patriarcat se trompent. Ces deux luttes sont inextricables. Elles renvoient à toute l'histoire de la domination. Et c'est pour cela que, personnellement, je suis toujours surpris de voir certains discours qui se croient féministes, qui dénoncent le patriarcat sans voir le lien qu'il a avec le capitalisme, avec les classes sociales et le capitalisme, de la même façon que c'est tout aussi surprenant de voir des gens se prétendre anticapitalistes et sous-estimer
le rôle que le patriarcat a dans la reproduction du capitalisme. Ce sont deux dimensions qui sont intimement liées si on veut avoir une analyse matérialiste. La première distinction de classe est celle entre hommes et femmes, et le patriarcat, c'est le système juridique et idéologique de cette première division de classe historique. Une fois qu'on a eu cette première théorisation juridique et idéologique, une fois qu'on a eu le patriarcat, les nouveaux modes de production qui vont venir ensuite, par exemple, quand arrive le féodalisme, quand arrive le pouvoir des seigneurs sur les serfs, la nouvelle classe dominante qui arrive, les seigneurs, est-ce qu'ils vont abolir le patriarcat? Exactement. Le patriarcat n'est pas un souvenir du passé. Tous les modes de domination qui arrivent après vont se greffer sur lui, vont le reprendre pour l'utiliser au service du nouveau système de domination. Et c'est pour cela que le patriarcat n'est pas un reste du passé. On a un certain nombre de personnes qui se croient antipatriarcales, mais qui le considèrent comme étant oui, ça date de l'Antiquité, ça n'a pas toujours disparu. Non, 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 c'est produit, c'est reproduit. C'est une idéologie qui est mise au service de tous les nouveaux systèmes de domination, qui le réutilisent et le réemploient. C'est pourquoi le patriarcat subsiste dans le féodalisme et est reproduit par le féodalisme. C'est pourquoi il subsiste dans le capitalisme et est reproduit dans le capitalisme. C'est une idéologie qui est à la fois ancienne et rajeunie de manière systématique à chaque étape des systèmes de domination. On a exactement la même chose sur tous les autres héritages. On peut voir dans certains discours de Macron aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en pleine colonisation en 1930, quoi. Et on voit bien en quoi des idéologies du passé peuvent être rajeunies, reboostées, je ne sais pas comment on dit en informatique, réinitialisées pour être mis au service des dominations du présent. C'est ce qui doit nous amener donc à avoir une analyse dans laquelle la lutte antipatriarcale doit être reliée à la lutte anticapitaliste et la lutte anticapitaliste reliée à la lutte antipatriarcale. La féministe Laura Tistan, qui est une des premières à avoir tenté de théoriser cela, le résume dans une phrase. Elle nous dit la phrase suivante, qui montre bien comment le capitalisme peut avoir intérêt à entretenir le patriarcat. Elle nous dit, dans ce système, l'homme le plus opprimé peut opprimer un être qui est sa femme. Elle est le prolétaire du prolétaire même. Ça, c'est la vérité. Et ça, mais on comprendra pourquoi le capitalisme entretient un patriarcat. Parce que si même la personne exploitée, elle exploite elle-même, elle va maintenir le système. Exactement. Et donc, on voit bien les impasses de ceux qui se battent uniquement contre le patriarcat sans le relier au capitalisme, mais l'impasse aussi de ceux qui prétendent se battre contre le capitalisme, mais qui ne mènent pas ce combat jusqu'à une lutte antipatriarcale. Les deux sont indissociables. Marx, dans le Capital, il y a tout un passage dans lequel il critique ce qu'il appelle le naturalisme, pour bien montrer en quoi le capitalisme est venu reprendre toutes les vieilles idées du patriarcat, et en particulier, il se moque de ceux qui divinisent les femmes. Vous entendez ça souvent, hein? Mais la femme, elle n'est pas faite pour aller travailler. Elle est trop pure pour ça, elle est trop belle pour ça, elle est trop... c'est-à-dire qu'il y a un certain discours de soi-disant admiration de la femme ne sert en réalité qu'à justifier son oppression, et en particulier pour justifier une fonction de mère nourricière. Et donc, faut pas qu'elle demande trop de trop bosser, quoi. Surtout dans les périodes de chômage, ce serait bien qu'elle reste à la maison. Et donc ça, ce discours de soi-disant positif sur les femmes est en réalité un discours qui les assigne, nous dit Marx, à certaines places. Pendant la Révolution française,
pour s'opposer au droit de vote, certains disaient, alors je le dis de tête, parce que je n'ai pas tout noté, je le dis de tête, certains disaient, mais la femme est tellement supérieure à l'homme, mais tellement supérieure, qu'il ne faut pas la considérer comme devant s'abaisser à la tâche de choisir qui doit nous diriger. C'est pas son boulot il est plus pur, c'est éduquer les enfants. Son boulot est encore plus important, c'est de s'occuper des nouvelles générations. Vous vous souvenez le rôle, et puis pourquoi vous marrez? J'ai dit des bêtises. Ah non, non, c'est la gueule du capitalisme. Si c'était que le capitalisme. Non, des camarades peuvent penser C'est la ça. gueule des sociétés dirigeantes, Ah, dans des classes dirigeantes, désolé. Sociétés dirigeantes. Mais vous pouvez avoir des camarades proches qui pensent ça. Bah, on sait, ouais. C'est Non, pas mais c'est c'est la pour ça riche, ce hein. que tu dis depuis tout à l'heure, j'ai déjà entendu le contraire plein de fois, quoi. Et y compris ici en niveau 1 et tout. Ah bah oui, même avec la valeur ajoutée et tout. Bien sûr. Non, mais même tout le débat là sur le sexisme, moi quand je fais des interventions en niveau 1 vite fait, il y a des vieux camarades qui font, mais ils comprennent pas du tout ça. Ah ouais. Ah ouais, Ils absolument. disent, ouais, il faut que les femmes elles soient payées comme les hommes, quoi, mais ça s'arrête là. Mm. Alors que, en fait, c'est pas vraiment ça qu'on demande. Exactement. Et si c'est juste pour avoir le même salaire, bon. C'est toute une société qu'il faut changer. Et dernier aspect sur cette dynamique des systèmes de domination, ben c'est Engels, dans l'origine de la famille et de la propriété privée et de l'État, qui nous dit attention, attention, il ne suffira pas d'avoir l'égalité formelle. On l'a aujourd'hui. Aujourd'hui, les lois disent les femmes et les hommes sont égaux. Pour qu'on ait l'égalité réelle, ça suppose une égalité économique. Donc on veut des femmes à la tête du CAC 40. Non, on veut des femmes qui aient le même salaire que les hommes, on veut des femmes qui... C'est pas à la tête du CAC 40. Et c'est ce qui va inspirer, en lien avec ce qu'a dit Flora Tiesto tout à l'heure, cette belle phrase d'Engels, qui a fait beaucoup de débats, qui a provoqué, c'est une phrase provocatrice, où il reprend en gros l'idée de Flora Tristan tout à l'heure, mais d'une manière plus provocante. Il nous dit, dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat. Pour qui connaît Engels, Engels c'est quelqu'un qui était toujours dans les syndicats, toujours à passer du temps pour former les gens. C'est pas du mépris pour les hommes. C'est volontairement qu'il prend cette formulation-là pour obliger au débat, obliger à la réflexion. Dans la famille, l'homme est le bourgeois, la femme joue le rôle du prolétariat. Parfait. Je veux la retenir, ça doit. On va retirer la bière. Je vais la sortir en métro. Retenez la bière à tous. Alors, si on a bien ça en tête, du coup, on peut en tirer un certain nombre de conclusions pour l'activité militante syndicale. Première conclusion, il n'y a pas d'un côté le capitalisme et de l'autre le racisme ou le sexisme. Mais on a un même système global qui transforme les inégalités, les différences en inégalités dans une logique de mise en concurrence de toutes les forces de travail. C'est ça, le capitalisme. C'est la mise en concurrence de toutes les forces de travail. Et pour mettre en concurrence toutes les forces de travail, pour que toi, tu sois contraint d'accepter le même boulot que moi, mais en étant moins payé, eh bien, je dois transformer les différences en inégalités. Et donc, je dois produire du racisme pour que Mohamed accepte un salaire moindre que Jean-Pierre, du sexisme pour que Jocelyne accepte un salaire moins que Jean-Pierre, et donc je dois produire du racisme, de l'agisme, pour que Robert, qui a 18 ans, trouve pas scandaleux en tant qu'apprenti de ne pas avoir le salaire minimum, etc. Je dois produire toutes ces dimensions-là, sexisme, racisme, agisme. Mais en réalité, ce sont trois outils qui sont au service de la même logique capitaliste de mise en concurrence de toutes les forces de travail. Et donc ça n'a pas de sens de combattre l'un sans combattre l'autre. Sur la question des rapports hommes-femmes, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'égalité homme-femme sans abolition du capitalisme. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y aura pas abolition du capitalisme sans égalité homme-femme. C'est dans les deux sens qu'il faut le poser, parce que vous entendrez certains qui vont vous dire la première partie de la phrase et pas la seconde. Sinon, ça revient toujours au même. Parce que sinon,
de la politique capitalisme, et ben ça va reproduire encore, enfin ça va se reproduire encore le système patriarcal comme on sait pas là. Absolument. Ouais, parce que t'as des camarades qui balayent Ah non, racisme, mais écologie, à la CGT, on féminisme. entend des trucs, hein, il faut... Mais non, le problème c'est la lutte de classe. On est d'accord. Et après, Ouais, mais du coup, faut répondre ça maintenant. Parce que moi, du coup, j'étais plutôt en mode, mais non, faut aussi il parler n'y a de pas que ça. Ouais. Ouais, mais c'est ton délire de bourgeois intellectuel Non, là, non, peut-être ton mais si. féminisme à deux balles. Mais si, tout est lié en fait. Moi, on m'a Exactement. dit, mais... quand je dis ça, quand je pose des problèmes de féminisme, on me dit ouais, mais ouais, donc du coup, ils répondent ouais, la lutte des classes et tout, c'est en priorité. Et à chaque fois, je leur dis que ça va avec. Parce que forcément, sinon c'est. Et en fait, ils comprennent pas le fait que ça va avec. Eux, pour eux, c'est un combat. En fait, il y a des combats plus importants que d'autres. Mais c'est là-dessus qu'il faut insister. C'est pas l'un contre l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est indissociable. Si on mène pas les deux, on ne réussira pas. Voilà. Seconde conclusion, le capitalisme, je l'ai dit tout à l'heure, peut très bien fonctionner en reconnaissant l'égalité formelle entre les sexes. Même entre les races, aujourd'hui, le racisme est interdit légalement. Donc, le capitalisme il s'oppose au racisme, officiellement. L'égalité entre les âges, on nous dit, un citoyen, quel que soit son âge, dès qu'il a 18 ans, donc c'est pas l'égalité des droits formels qui compte. Si on ne remet pas en cause l'égalité économique entre les sexes, si on ne remet pas en cause la place dans la production, le niveau des salaires, le niveau les trajectoires professionnelles, mais aussi des contraintes. C'est-à-dire que l'égalité économique sans crèche, ça n'a pas beaucoup de sens dans un système où l'on sait tous que le patriarcat dominant, entretenu par le capitalisme, fait que ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Et donc les combats sur les crèches, les garderies, etc., ce n'est pas des combats secondaires, c'est des combats qui renvoient au même niveau de lutte contre le capitalisme. Ça fait partie du même système. Toujours est-il que la question de l'égalité économique est une question qui est centrale. Parce que sans elle, tout le reste peut être reconnu par le capitalisme. Ce que le capitalisme ne peut pas reconnaître, c'est l'égalité économique, puisqu'il est basé sur la concurrence entre les travailleurs. C'est sa règle de base. S'il n'y a plus ça, s'il n'y a plus concurrence entre les travailleurs, ben les travailleurs s'unissent. C'est pour ça que les travailleurs exigent des conventions collectives, des règles du travail, dans lesquelles il n'y a plus concurrence, mais il y a du droit. Et donc... Et les conventions les plus pourries, c'est celles du ménage où il n'y a que des femmes. Exactement, bien sûr, bien sûr. Et donc, toutes ces questions-là, mettre au centre la question de l'égalité économique, c'est poser la question des secteurs les plus précaires dans lesquels les femmes sont majoritaires, c'est poser la question des contrats de travail les plus dérégulés, par exemple, quand on parle du travail à temps partiel. Bien sûr que ça ne concerne pas que les femmes, mais ça concerne de manière très majoritaire les femmes. Et donc, l'égalité, le véritable féminisme, c'est ça qu'il pose comme question. C'est ces questions du travail partiel, ces questions des contrats particuliers, ces questions des secteurs particuliers, dans lesquels, si on n'a pas une attention à ça, on peut avoir un grand discours sur le féminisme, mais qui ne s'occupe jamais de ce qui produit l'inégalité concrète. Je ne sais pas si c'est clair ce que... Donc ça, c'est... toute lutte féministe qui met au second plan la question de la base économique permet la reproduction du capitalisme. Et donc la reproduction de l'inégalité homme-femme, bien sûr. Troisième conclusion, le capitalisme peut très bien intégrer un discours féministe. Macron, quand vous l'écoutez quand il parle de ça, il est féministe. Hein. On le voit bien aujourd'hui. On le voit bien aujourd'hui, hein, si vous regardez de très près, la loi sur le pseudo-séparatisme, ça va avoir une conséquence immédiate. Ça va être de restreindre le nombre d'emplois de toutes ces femmes qui portent un foulard. Le fémonationalisme, c'est ça. Hein, c'est cette idée que, sous prétexte, alors on va bien entendu pas parler d'hommes-femmes, hein, on va parler de république menacée, de laïcité menacée, mais en réalité, une des conséquences, c'est la dégradation du droit d'un certain nombre de femmes. La loi de 2004 sur le foulard à l'école, interdiction du foulard à l'école, c'est une conséquence concrète. Hein. Un certain nombre de jeunes filles ont arrêté la scolarité. C'est ça la conséquence. C'est pour ça qu'à l'université, on se bagarre pour que ça soit toujours autorisé. Absolument. Et aujourd'hui, la loi sur le séparatisme, elle élargit les endroits où c'est interdit à toutes les
les associations et entreprises qui auraient une délégation de service public, c'est-à-dire une troupe de théâtre qui reçoit un contrat, je sais pas, d'intervention d'éducation populaire, ne pourra plus avoir une de ces actrices qui porte le foulard. Sinon, la subvention on coupe. Sinon, on coupe la subvention. Et donc, on va avoir là une restriction très concrète du droit d'assemblée de femmes. Parce que c'est pas... Les hommes, ils vont couper leur barbe. Hein. C'est bien le foulard qui est visé. Donc, c'est bien ça, la conséquence. Ça va être les femmes, concrètement. Quatrième conséquence. Certaines luttes qui sont justes dans l'absolu peuvent détourner de la prise en compte de la dimension de système social de la domination. Par exemple, la question de féminiser le vocabulaire. C'est pas erroné en soi. Mais le mettre en avant comme combat principal, c'est oublier la question de la base économique, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. La même chose que la question de... je sais pas, la question des... tout centré sur l'organisation des réunions. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Hein. Je dis accorder une importance première à ça, dans la phase de réaction que je disais tout à l'heure. Vous vous rappelez, quand je disais la première forme de réaction, c'est je tords la barre de l'autre côté. Ben, on a ça parfois. Ça peut aussi nous amener à cette dimension-là. Donc, ce n'est pas faux en soi, mais ça peut aboutir à sous-estimer que nous avons affaire à un système social. Ça permet de tirer une autre conclusion, c'est qu'en réalité, la seule manière d'éviter le dévoiement des combats pour l'égalité homme-femme, c'est de prendre en compte de manière systématique la dimension de système social. C'est un même système social qui forme, éduque, socialise les hommes pour qu'ils soient ce qu'ils sont, éduque, forme et socialise les femmes pour qu'elles soient ce qu'elles sont. Autrement dit, un système social se reproduit en formant tous ses membres pour qu'ils acceptent la place qui est la leur. Heureusement, ça ne marche pas de manière systématique. Et donc, il y a des réactions, il y a des conscientisations, il y a des luttes, etc. Mais le système, il s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes. Et on forme les femmes à une place subalterne, comme on forme les hommes à avoir l'habitude de se considérer comme supérieurs à la femme. Ou comme devant être viril, devant maîtriser le couple, devant éduquer les enfants. Mais cela, c'est très fréquent que ça soit dans les attitudes, y compris de femmes. Hein. Renvoyer à l'enfant, si tu te calmes pas, je vais le dire à ton père, c'est renvoyer à l'idée, on est bien à deux places complètement différentes dans lesquelles le père a la fonction de l'ordre, la fonction de l'autorité, la fonction de la supériorité. Et ça, on ne peut pas en vouloir à ces femmes, c'est un résultat du système social. Donc c'est bien la question du système social qu'il faut poser. C'est à ce travail que nous devons nous consacrer, à mon avis, dans le syndicat. Comment ramener la question de l'égalité homme-femme à la question du système social, ce qui ne veut pas dire négliger les autres combats, mais rappeler sans cesse que c'est un même système social qui produit et les hommes et les femmes et leurs rapports. Voilà ce que je voulais vous dire. Ouais. Moi, pour essayer de mettre en pratique ça, j'aimerais bien avoir ton avis. À chaque fois qu'on fait des réunions ou des trucs, j'ai toujours dit aux copains, comme on était majoritairement des mecs, pensez à tout ce que les femmes font qu'on voit pas. On arrive, donc qui va débarrasser la table, qui va faire la vaisselle, qui change les poubelles. Pourquoi on arrive à chaque fois la poubelle elle est changée? Bon, elle se vide pas toute seule. Pour essayer de... Et je me suis rendu compte que pas mal de camarades, même de gauche, tout ça, même ouvriers, ils n'avaient jamais fait la vaisselle de leur vie, quoi. Bien sûr. Mais on m'a aussi claqué dans la gueule, ouais, ça c'est un délire depuis bourgeois encore, tu vois, genre... Et moi je trouve que, parce que pour parler concrètement ce qu'on peut mettre en place dans le syndicat, je pense que ça passe aussi par qui va penser à la bouffe, qui va penser à ça, qui va penser à ça. Et du coup, comme on sait que d'habitude c'est les femmes qui pensent à ça, nous il faut que les hommes on l'écrive et qu'on pense à mandater quelqu'un pour faire ça. Sinon, bah ça sera fait, hein. Parce que la poubelle elle va pas rester débordée, c'est sale. Mais ce sera toujours la même femme qui... Absolument. C'est-à-dire qu'on est dans la contrainte, dans une organisation militante,
Si on n'anticipe pas, on reproduit. Et donc, ça nous donne une tâche supplémentaire qui est d'anticiper. Qui est d'anticiper parce qu'on sait très bien que ce qui n'est pas prévu va renvoyer au subalterne. Et là, en l'occurrence, à la femme. Et donc, mais on le voit bien dans une... je lisais il n'y a pas longtemps une expérience qui avait été menée, il n'y a que dans les pays du Nord où ils ont ce type d'idée. Il y a une femme qui a décidé de faire la grève. À la maison. Elle a raison. Oui, mais elle a fait la grève. Non, mais attendez, elle a fait vraiment la grève. C'est une blague que tu racontes ou... Non. Je pourrais vous donner les références. Elle a fait vraiment la grève. Alors, la première semaine, ça se voyait pas. C'est une génie. Non, mais la première semaine, ça se voyait pas. Deuxième semaine, la poubelle commençait à être pleine. Troisième semaine, dans l'évier, ça commençait à se cumuler. Bien entendu, ils sont pas restés comme ça. Au bout de je ne sais plus combien de temps. Il n'y avait plus de caleçon propre. Exactement. Le linge sale commençait à se cumuler, etc. Puis ils ont commencé à... les hommes de la famille, donc les garçons et le père, il y en a un qui a commencé à faire la vaisselle. Mais il a fait... il en avait eu vite marre, quoi. Donc il a fait 3 assiettes, et donc ils n'arrivaient pas à enlever le cumul qui se faisait. Et ça a provoqué un débat à l'intérieur. En réalité, cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a visibilisé l'invisible. Oui, c'est ça. Et donc, c'est important dans nos structures militantes de visibiliser l'invisible, de visibiliser ce qui ne se voit pas habituellement. L'oppression va toujours avec l'invisibilité. L'émancipation va toujours avec la visibilité. Et moi, je pose ça en réunion en commission exécutive d'une union locale. Tu vas organiser le 1er mai. Barbecue. Allez, tout le monde vote. Ouais. Moi, je dis, bon, on mandate qui? Non, parce que je suis bon, t'inquiète, on va gérer. Qui achète les merguez. Et Ouais. le jour du 8 mars, il n'y a personne qui veut... tu sais que l'année dernière, une union locale. Et ils veulent pas encore L'union aujourd'hui. locale, l'année dernière, donc on a fait une réunion où il y avait majoritairement des femmes pour organiser la journée internationale des droits des femmes. Et bah tu sais que l'union locale a refusé de débloquer de l'argent. Et finalement ils ont débloqué 50 €. Alors que quand il s'agit de faire des barbecues ou des manifestations barbecue là, ils débloquent des 300-400 €, tu vois. Donc dès que ça parle de femmes, et comme en plus dans les CE je pense que c'est majoritairement des hommes, non? Comme ici, il y a Ouais, c'est majoritairement des 20% de hommes. femmes, quoi. Et bah en fait c'est eux qui prennent les décisions à la place des femmes, tu vois. Donc en fait, moi je pense qu'on est loin, tu vois, en vérité, de l'abolition du système dans lequel on vit. Parce que rien que dans nos structures, rien que dans nos propres structures militantes, bah ils ont pas conscience de ça, tu vois. Même sur des questions racistes, enfin sur les questions racistes, sur les questions de l'âge. Parce que dans la CGT, on retrouve beaucoup avec, enfin je parle des secrétaires généraux, tout ça. Ouais, mais toi t'es jeune, tu sais pas. Toi t'es jeune, tu peux rien m'apprendre. La semaine dernière, je reviens d'un entretien, je suis ici, hein. Je reviens d'un entretien. Je dis, je suis contente, je suis prise et tout, c'est bien, je vais travailler avec des jeunes qui apparemment vont se faire agresser verbalement, physiquement, moi j'aime bien. Et il y a une dame ici, elle me dit, qui a 60 ans, ouais, mais toi tu sais pas, tu connais pas ces jeunes-là, je dis, bah, justement, je vais apprendre à les connaître, je suis contente et tout. Ouais, mais non, toi t'es trop jeune, tu peux pas savoir. C'était en mode, elle savait tout, tu vois, parce que elle a un âge plus avancé que le mien. Et en vrai, si on ne règle pas ces questions, je pense, dans nos propres structures militantes, et ben on peut pas abolir le système dans lequel on vit. Voilà, Mais il faut surtout se dire que ne pas être étonné par ça. Le syndicat, il vit dans une société. Ah oui, bah oui. Ce qui est dramatique, c'est pas qu'on le rencontre. Ce qui est dramatique, c'est qu'on a reculé. C'est-à-dire qu'il y a eu une période dans laquelle c'était plus porté que ça. Aujourd'hui, ça a reculé. Ça va. Ah oui. Comment on dit aujourd'hui, vous en faites trop. Non, mais c'est des questions. Ah, Il y a des questions. c'était mieux. Je sais pas, Mais, pas mieux ou pire, mais. Non. Genre visibiliser l'invisible, on le visibilisait un peu plus avant, tu trouves? Oui. Sur les questions. Moi, je pense qu'il y a eu des périodes, comme par hasard des périodes dans lesquelles il y avait un mouvement ouvrier organisé, il y avait un PC, etc., dans lesquelles ces questions-là, alors elles n'étaient pas entièrement clarifiées, il y avait plein de débats qui n'étaient pas clairs, etc., mais dans lesquels c'était une préoccupation, y compris parce qu'il y avait une organisation de femmes du PC qui abordait ces questions avec plein de limites, avec plein de faux débats, etc. N'empêche qu'on ne pouvait pas... aujourd'hui, il n'y a plus de contre-pouvoir aux réflexes machistes qui viennent de l'éducation bourgeoise.
Et donc, je pense qu'on recule, qu'on a reculé là-dessus. Alors, en même temps, c'est un signe d'espoir. On a reculé, ça veut dire... On va bien rebondir. Non, mais ben, ça veut dire que c'est pas une fatalité, puisqu'on a eu des périodes dans lesquelles c'était posé autrement. Et puis, il faut se rappeler, le 8 mars, il vient d'où? Le combat sur le 8 mars. C'est le mouvement marxiste. Hein. Ça veut dire qu'il y a eu un moment dans lequel le mouvement militant s'est emparé de cette question. Aujourd'hui, tout le monde fête le 8 mars, personne ne se souvient. Moi, je dis à toutes mes camarades féministes, à chaque fois qu'ils parlent du 8 mars, parlez des origines. Parlez de qui a proposé le 8 mars. Parce que sinon, on a l'impression que c'est un truc spontané. C'est la fête, c'est la fête des fleurs. Non, alors, c'est des femmes d'une certaine tendance politique qui ont posé ces questions-là. Et on pose le débat sur le 8 mars, c'est bon, on fait quoi, barbecue? Putain, attendez. 8 mars, bon, c'est quoi l'objectif, tu vois? L'objectif, c'est impossible de faire un débat sérieux. C'est directement. Oh, de toute façon, les filles, elles se sont réunies entre elles, elles ont tout géré. Enfin, tu vois, c'est. Et après, tu vois, je pense aussi que dans le discours, je suis assez d'accord sur le fait que ça a reculé, tu sais, la question du féminisme, par la visibilité. Et je pense aussi que ça a reculé aussi par le fait qu'on met d'autres choses en avant, notamment les inventions, tout à l'heure que tu parlais, en des genres, tout ça, enfin, de plein de choses. Et je pense que maintenant, en fait, on divise plus et on invente des choses pour faire vraiment parler, enfin, vraiment se poser les bonnes questions, tu vois ce que je veux dire? Absolument. Genre, moi, c'est vrai que quand rien que je regarde les réseaux sociaux, tu vas sur Twitter, c'est la France à tous les genres, je sais pas quoi, enfin, tu vois, genre, des questions, mais comme tout à l'heure, je disais, je comprends pas tous les genres qu'il y a. Je parle pas des transgenres, hein, attention, là-dessus, je suis claire, mais après, quand on parle de non-binaire, de ceci, de cela, je trouve que c'est des débats à part, en fait. Absolument. C'est des sujets à part. Et moi, quand je commence à parler du féminisme, on rentre ça là-dedans, tu vois, aussi des fois. Ah oui. En me disant, mais je dis, mais attends, les vraies questions féministes, c'est pas par rapport à ça, c'est des questions liées au travail des femmes, au travail domestique, au salaire et tout. Et les gens n'arrivent pas forcément à comprendre ça. Et surtout dans le monde militant, ça se développe de plus en plus. Dans le monde militant, maintenant, quand tu dis, même quand t'es une femme, tu vas dire, ouais, je suis une femme hétéro. Et ça va être un truc de fou, tu vois, genre, c'est comme si, attends, t'es sortie de Saint-Cyr, mais t'es pas lesbienne, toi? Bah non, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est des questions trop bizarres qui sont de plus en plus... c'est des inventions, en fait, tu vois. Absolument. Mais je pense qu'il ne faut plus être sur la défensive là-dessus. Parce qu'en réalité, ça fait partie des idéologies postmodernes dont l'objectif, le postmodernisme, c'est quoi? C'est une approche idéologique qui s'est servie d'un moment de faiblesse du mouvement ouvrier, et en particulier qui s'est servi de la crise de l'URSS et de la disparition de l'URSS, de tout ça, de cette période-là, qui s'est servi de ça pour mettre en avant, arrêter de nous parler de classe sociale, arrêter de nous parler de système social, arrêter de nous parler de lutte des classes. La priorité, c'est le choix individuel. Ouais, c'est ça. Donc, battons-nous pour que chacun puisse faire les choix individuels qui sont les siens. Et donc, j'interroge plus le système. Et certains disent, je m'émancipe sans toucher au système de domination. La théorie queer, c'est quoi en tout cas, une certaine tendance de théorie queer, c'est de dire, je peux choisir, ils appellent ça performer le genre, je peux choisir mon sexe. Donc, le lundi, je suis un homme, le mardi, je suis une femme, le mercredi... Mais ça, c'est ton problème, moi, j'ai rien contre. Mais qu'est-ce que tu viens m'en faire un objet revendicatif? Qu'est-ce que tu viens prétendre que ça vient remplacer la lutte contre un système social? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça a été tellement valorisé au niveau médiatique, tellement valorisé par un certain nombre de modes, etc., que ça vient cacher. Moi, très franchement, les gens, ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais c'est leur problème. Ouais, c'est ça. Viens pas m'en parler au syndicat. Bien sûr. Viens pas m'en parler dans des espaces. C'est les conséquences qu'on parle aux Oui, mais le problème, le problème, c'est que moi je trouve, je suis totalement d'accord. En fait, tu sais que j'ai jamais osé parler de ça, jamais osé le dire dans un syndicat, parce que je me suis dit, on va me dire, ouais, mais la liberté de chacun, tu vois. Franchement, j'ai jamais osé en parler. Ton discours par rapport au mouvement queer et tout, c'est exactement ce que je pense. Et je trouve, je sais pas ce que j'allais dire, je trouve que même dans le monde militant, on a trop laissé la place à l'invention comme ça, tu vois. Et stratégiquement, c'est mauvais. Mais tu sais, même quand je te disais, ouais, je suis une femme hétéro, attention, c'est quoi? Tu sais que une fois j'étais à Lille, et je connaissais une fille à Lille qui était donc une fille hétéro, tout ça, qui traîne un peu dans le milieu queer. Une fois, on m'a dit, ouais, toi, t'es une femme hétéro, c'est toi qui nous opprimes.
Tu vois ce que je veux dire? Ils sont des divisions même entre eux. Et si, et tu vois, je pense que c'est. Mais ce que tu viens de dire, c'est très éclairant. Tu es une femme hétéro, c'est toi qui nous opprime. Ouais. Donc c'est plus un système social et une classe dominante qui nous opprime. C'est un genre. C'est même pas un genre. C'est pas un genre. C'est une partie d'un genre. Tu te rends Non, compte? mais ça- C'est-à-dire, chacun a son oppresseur. Tout le monde est opprimé et tout le monde est oppresseur. Et chacun a son oppresseur. Il n'y a plus de système. Ouais, c'est ça. Donc il n'y a plus d'ennemis. Chacun a son ennemi. Mhm. Mais tu sais- Toi et moi, on ne peut pas se battre ensemble. Puisqu'on n'a pas le même ennemi. Bah ouais. Moi, mon ennemi, c'est le blanc. Toi, ça va être la femme hétéro. Ouais, c'est ça. Mais tu sais que. Et même, genre, j'en parlais avec. On va mettre le débat ou pas dans. Non, les débats, faut pas les mettre. Ouais, les débats, faut pas les mettre. Hein. Ah d'accord, ah bah je vais les couper. Ouais, Ouais, je non, crois. ouais, tu Ah peux- bah t'as raison, parce Parce qu'on que, les a laissés justement- sur les premiers sur YouTube, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Ouais, Non, parce que les mais- débats, c'est pas. Et puis tu te laisses pas parler.